lorsque nous nous représentons le monde, lorsque nous nous représentons ce qui nous entoure, nous sommes obligés, absolument obligés, de faire une abstraction de tout ce qui nous entoure. Alors ça veut dire quoi une abstraction? Mais ça veut dire qu'il est impossible pour nous de nous représenter réellement ce qu'est la réalité. Notre cerveau ne le supporterait pas. Donc nous sommes obligés, d'une certaine manière, de faire une abstraction. Je donne un exemple très probant. Si je suis face à une forêt, ou vous-même d'ailleurs, vous avez un décor derrière vous, il y a de multiples éléments qui sont là, et ma foi, vous êtes obligé de faire une classification de certains éléments, du style rebord rectangulaire, eau égale piscine, vous voyez, ce genre de choses, mais vous n'allez pas prendre, vous ne voyez pas tous les éléments qui constituent la piscine. Même chose, vous ne voyez pas tous les éléments qui constituent l'architecture qui se trouve derrière moi. Bon, tous ces éléments qui sont là, qui constituent la réalité, ce n'est pas possible pour notre cerveau de les prendre tous en considération. Donc, il est obligé de faire une sélection. C'est ça qu'on appelle une abstraction. Autrement, votre cerveau, eh bien, il exploserait tout simplement. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas se représenter. Se représenter. Donc, il est impossible, si vous voulez, de se représenter le réel. On fait une abstraction du réel et ça devient notre propre représentation. Cette représentation, elle passe absolument par 3 filtres, voire 4 filtres. On en a ajouté un. Parce qu'il joue un rôle capital. Actuellement, ça n'a pas toujours été le cas. Le premier filtre, ce sont les filtres qu'on appelle les filtres physiologiques. Donc, d'une certaine manière, je suis obligé de percevoir la réalité avec certains filtres physiologiques, du style mon quota hormonal. Imaginons que je sois, pour un homme, en chute de testostérone ou en trop-plein de testostérone, ça va avoir fatalement une répercussion sur mon comportement et sur ma perception. Vous voyez, si je prends la testostérone, c'est l'hormone du challenge, du combat, etc., etc. Il se peut que tout ce que je perçoive dans la vie soit, d'une certaine manière, analysé et envisagé comme étant un challenge ou un combat. Bon, j'extrapole un peu, je vulgarise pour bien vous faire comprendre ça. Idem pour les dames, il est sûr qu'un cycle hormonal où les œstrogènes sont trop forts, fatalement, ça va avoir des répercussions. Et donc, prendre des décisions, par exemple, lorsqu'on a un pic hormonal trop fort, par exemple, si je prends les œstrogènes créent des émotions extrêmement vives, on est extrêmement réceptif, extrêmement sensible. Parfois, c'est compliqué de prendre une décision alors qu'on est sous un pic d'œstrogène. Voyez, et la réalité, je vais me la représenter avec quoi? Eh bien, je me la représenterai avec ma physiologie. Mais dans la physiologie, vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre votre constitution. Pour ceux qui s'intéressent à la morphologie, eh bien, nous avons des constitutions différentes, et donc nous nous représentons la réalité avec nos 5 sens d'une manière totalement différente, selon qu'on ait des yeux enfoncés, moins enfoncés, une bouche plus développée, un cadre plus dilaté, etc. Tout ça va avoir des répercussions, ça rentre toujours dans cet axe physiologique, biologique. Voilà, alors des substances que je prends, si je prends trop de caféine, si je prends, je sais pas, certaines drogues, si je prends certaines plantes, si je prends certains types de médicaments, etc. Prenez un Xanax, vous n'allez pas vous représenter la réalité de la même manière, vous voyez. Tout ça va jouer un rôle, évidemment, sur votre représentation. C'est ça qu'on appelle la représentation physiologique ou biologique. Alors, je prends un exemple. Vous voyez, on a quand même un cadre où aujourd'hui, ben voilà, il fait beau. Je suis près d'une piscine, etc. Je suis dans un cadre qui est relativement paisible, relativement calme. Et par exemple, le soleil
fait monter, chez moi comme chez d'autres d'ailleurs, le taux de sérotonine. Donc ça a une influence puisque c'est une des hormones du bonheur. C'est pas la seule, mais c'est une des hormones du bonheur. Donc la sérotonine crée directement, par exemple, l'envie d'être heureux, l'envie d'entreprendre, l'envie de faire des choses. Mais voyez, pas comme la testostérone, c'est pas l'hormone du challenge, c'est une hormone où tout est possible, si vous voulez. Hein. Il y a des belles choses qui s'annoncent. Bon. Donc la physiologie joue un rôle. Premier filtre. Donc, du milieu, je vais, d'une certaine manière, ce que je filtre, la fameuse abstraction, je la passe, cette fameuse abstraction, pardon, des différents constituants qui composent la réalité, je vais les passer par ce filtre. Deuxième filtre, je dirais ce qui est socio-culturel, alors, on peut parler du statut social, on pourrait parler du statut économique, on peut parler de la culture. Tout ça va avoir une influence. Je vous donne quelques exemples parce qu'il y en aurait des milliers à donner. Mais il est sûr que si, par exemple, j'ai fait des études gréco-latines et que dans mes études ainsi que dans mon éducation, j'ai été très encadré, très entouré de livres. Par exemple, j'ai une culture livresque très puissante. Ça va définir certaines choses. Si dans mon éducation j'ai eu le bonheur de voyager beaucoup parce que mes parents m'ont donné le goût du voyage et la possibilité de voyager, ça va me donner totalement autre chose, d'autres représentations de ce qu'est le monde, de ce qu'est la réalité. Donc tout ça passera par ces filtres. Évidemment, l'économie. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais me représenter le monde d'une autre manière. Comme on dit, il y a une étude très intéressante qui a montré qu'en réalité, les gens qui avaient de l'argent avaient autant de problèmes que les autres en soi. Eux aussi ont leur voiture qui tombe en panne, leur frigo qui tombe en panne, je sais pas moi, des accidents, etc. Mais la différence, c'est que fatalement, si je prends la voiture qui tombe en panne, si vous avez des millions sur votre compte en banque, c'est pas trop un problème. Voyez, par contre, lorsqu'on n'a pas réellement le sou, dès que la voiture elle tombe en panne, ça devient un gros problème. Est-ce que ça va conditionner votre façon de percevoir le monde? Bien évidemment. Troisième filtre, et pas des moindres, c'est le filtre personnel. Je fais des expériences personnelles. Par exemple, si j'ai eu, imaginons, 2 ou 3 accidents de voiture avec, je sais pas moi, avec toujours, je prône l'absurde là, hein, mais j'ai eu 3 accidents de voiture avec les personnes qui, comme moi, portent une veste bleue. Je pourrais vous dire, méfiez-vous des personnes qui portent des vestes bleues parce que souvent elles provoquent des accidents de voiture, voyez. Et donc, alors que c'est faux, c'est en fait une généralisation, mais ce que l'on appelle l'expérience personnelle se base souvent là-dessus, des petites expériences que nous faisons, et puis elles nous amènent souvent à des généralisations. Tous les hommes sont comme ceci, toutes les femmes sont comme cela, telle ethnie est comme ceci ou comme cela. Tout ça, ce sont des expériences que nous faisons et que nous généralisons. Et donc nous sommes bien souvent à côté de la plaque, mais le fait que ce soit personnel, on se dit non, je l'ai vécu, j'ai éprouvé ça, donc ça tient la route. Donc ce que je vous dis, c'est la vérité. Quatrième filtre, ce sont les médias. Donc c'est le dernier qu'on a ajouté parce que voilà, vous savez, en début 1900, on n'avait pas les médias, c'était pas du tout la même chose. Donc maintenant, on est hyper connecté. Et tout ça va nous influencer énormément sur la façon dont on va se bâtir une opinion. Bon, si je prends un exemple, il y a à peu près, je pense, 17 000 fausses rumeurs qui circulent par mois sur un territoire comme la France. 17 000 fausses rumeurs, c'est énorme. Vous imaginez un peu. Donc quand on se bâtit un avis, par exemple sur de fausses rumeurs, ça pose problème. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Même les images maintenant peuvent être tronquées. Voilà. Même chose. Il y a une armada évidemment de personnes qui, comme moi d'ailleurs, donnent leur avis sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent, etc., etc. Donc, vous voyez, tout ça va contribuer à nous forger une opinion. On sait très bien que les médias excellent maintenant dans l'art de
de vous maintenir en haleine, de créer de l'audimat avec des choses qui font peur, par exemple. Et donc, je vais pas commencer à développer, mais entre les crises sanitaires, les guerres, etc., il y a beaucoup de choses, l'insécurité, il y a beaucoup de choses que les médias mettent en avant pour vous tenir en haleine, qui ne sont pas forcément toutes vraies, ou en tout cas parfois montées en tête d'épingle. Donc tout ça va créer aussi un filtre. Okay. Au bout de tout ça, lorsque vous avez des informations, vous les passez au travers de ces 4 filtres, bien souvent, et là-dessus, vous bâtissez une représentation. Et vous dites, ma représentation est la bonne. Mais il se trouve évidemment que, comme vous l'aurez compris, comme on n'a pas la même physiologie, comme on n'a pas la même éducation, comme on n'a pas forcément les mêmes expériences de vie, et comme on n'envisage pas forcément les médias de la même manière, on n'écoute peut-être même pas les mêmes médias, on ne regarde peut-être pas les mêmes choses, on ne recoupe pas les informations de la même façon. Fatalement, il est très compliqué de se mettre d'accord sur des opinions. Si toutefois on estime que son opinion est la bonne. Donc l'idée ici, c'est de vous dire, oui, là, quand on parle en PNL de la carte n'est pas le territoire, qui en réalité est emprunté de la sémantique générale, je le dis, qui est un autre courant. C'est vrai, la carte n'est pas le territoire. C'est pas parce que vous avez une carte que vous êtes sur le territoire. C'est pas parce que j'ai une carte de l'Europe et que je pointe la France qu'effectivement je suis en France. C'est différent. Je pointe la représentation de la France. Mais moi, je me trouve peut-être en Suisse. Ça n'a rien à voir. Et donc, il est important, tout ce petit développement, de vous dire ne pas confondre la représentation de ce qu'on appelle le réel avec le réel. C'est 2 choses totalement différentes. Une fois que vous avez ça et que vous comprenez ça, vous pouvez mieux analyser votre comportement, vos représentations, les affiner, essayer de comprendre quelles sont par exemple vos croyances limitantes, etc. Essayer de comprendre pourquoi ça a bugué dans votre communication avec des amis, la famille, voilà. Et surtout, ça nous aide à mieux comprendre les autres. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a une opinion, il est intéressant toujours de vous souvenir que fatalement cette opinion passe nécessairement par au moins 3 de ces filtres. Les médias, c'est pas encore sûr, mais 3 de ces filtres, voire 4 de ces filtres. Donc voilà, si vous avez ça au coin de la tête, automatiquement, plutôt que de vous enflammer dans une joute, une joute où on veut absolument avoir raison, bien on essaie de comprendre les représentations de chacun pour voir si réellement ça colle, est-ce que ça colle bien à la réalité ou pas. En tout cas, voilà, c'est une matière qui nous aide à débattre et à y voir un peu plus clair. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous éclaire, que ça vous aide, ou que ça vous aidera. Mais c'est une matière, par exemple, extrêmement importante dans le coaching. Si vous voulez coacher, par exemple, des personnes et que vous ne vous posez pas la question des représentations, vous allez droit dans le mur. Un coach, par exemple, c'est quelqu'un qui écoute les autres parler et essaie de comprendre d'où viennent leurs représentations. C'est la base. Donc voilà, le coach n'est pas forcément toujours quelqu'un qui fait absolument de la motivation. Avant de pouvoir motiver, il doit comprendre les ressorts des perceptions des autres, comprendre leur réflexion, comprendre sur quoi ils se bâtissent, comment se bâtit leur représentation, et au fur et à mesure essayer d'analyser ça, voire de démêler le sac de nœuds des représentations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous.